Amis téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette 17e édition de votre émission Téléculture. Aujourd'hui, nous avons deux invités. D'abord, M. Korera Issaga, à ma gauche. M. Korera Issaga est professeur au Centre de formation des professeurs de CEG à Nouakchott. Nous l'avons invité aujourd'hui pour nous parler de la geste Pulaar, un mémoire de maîtrise qu'il avait soutenu en 1980 pendant qu'il était étudiant à l'école normale supérieure. Nous avons demandé à Korera de venir répondre à notre appel afin de nous parler de mythes à l'intérieur de cette geste Pulaar. Et à ce titre, nous avons sollicité l'intervention du doyen Ten Youssouf Gueye à ma droite, qui, comme vous le savez, est directeur adjoint de l'Institut mauritanien de recherche scientifique. Mais nous l'avons surtout appelé en sa qualité d'historien, de chroniqueur à la radio Mauritanie. Depuis plusieurs années, il anime une émission sur l'histoire du Fouta. Et puisqu'aujourd'hui, notre propos s'articule autour de la geste Pulaar, et particulièrement celle de Samba Guelageli, nous avons pensé que la présence de Ten pour nous camper un peu le rôle historique de Samba Guelageli serait la bienvenue. Donc, comme de routine maintenant, je demande à mes invités de dire avant tout ce qu'ils pensent de cette émission Téléculture. Je vais commencer par Korera Issaga. Oui, je suis pratiquement un téléspectateur assidu à cette émission. Je pense que la perspective qu'on est en train de donner à Téléculture est celle qu'il faut dans la mesure où nous ne pouvons pas, dans ce pays-là aujourd'hui, créer une émission pour seulement les intellectuels, comme nous ne pouvons pas créer une émission pour seulement des gens dans certains niveaux. En fait, il faut que tout le monde se sente concerné par une émission, que tout le monde supporte cette émission, fasse de telle manière que cette émission avance. En fait, donc, je crois que si nous continuons dans ce sens, non seulement nous aurons fait en tout cas un pas en avant dans le cadre de l'information et surtout dans le cadre de la culture, parce qu'il faut dire que dans ce pays, d'ailleurs notre doyen Tennis le disait déjà, il y a une sorte de vide culturel. Et je pense que Téléculture peut amener sa contribution dans ce sens. Mais quelles sont les faiblesses que vous avez notées? Il y en a certainement, comme toute émission qui démarre. D'abord, au niveau des téléspectateurs, je pense qu'il y a une incompréhension de la signification de l'émission. Mais aussi, de temps en temps, au niveau de l'animateur, on a tendance à penser des fois, il saisit le prétexte pour développer un certain nombre de thèses, un certain nombre d'opinions. J'ai quelques émissions en tête. Je pense qu'il serait intéressant, dans la mesure où les invités sont là et sont concernés, peut-être qu'on donne davantage la parole à ces invités-là. Cela pourrait permettre en tout cas un éventail d'informations. Et le débat va s'instaurer certainement après l'émission. De toutes les façons, à chaque fois qu'il y a une émission, il y a eu un débat. Et le débat a souvent tourné autour des idées du présentateur et non aux idées des invités. Bon, j'ai par exemple l'émission des femmes, je crois. Surtout cette émission des femmes. Oui, alors, et d'autres, mais c'est surtout celle-là. Surtout celle-là. Bon, écoutez, je ne sais pas trop que dire. J'ai déjà participé au premier pas de Téléculture. Je ne saurais assez encourager ceux qui animent Téléculture, parce que, comme le disait tout à l'heure Korera, c'est une émission que beaucoup viennent de découvrir. Et cela m'amène à faire une première remarque, c'est que on ne fait pas assez de publicité. On n'a pas fait assez de publicité pour cette émission. Il serait bon que dans la programmation de la télévision, les téléspectateurs sachent à l'avance que Téléculture et pour de telles semaines prévoit tel et tel invité pour tel et tel thème, de manière que les gens que ça intéresse, et ils sont nombreux, puissent s'y préparer. Mais d'une manière générale, c'est une bonne chose, dans la mesure où elle est bien conduite, et dans la mesure où
notre pauvreté en matière de production culturelle nous permet chaque semaine d'avoir un thème nouveau, intéressant et enrichissant. J'en profite pour lire quelques lettres qui ont été adressées à l'émission. Bon, il y a par exemple un jeune, Mohamed Alioum Oul Ahmed Eli, à la CEPRA, qui pratiquement nous envoie des félicitations. Il y a Ahmed Loubetar qui est en terminale AB5 au lycée des garçons qui lui, après ces félicitations également, propose de choisir avec ma participation, dit-il, et mes conseils, un thème à caractère scolaire à débattre. Vous voyez, les élèves aussi sont intéressés. Bon, il y a surtout cette lettre de Mamouni Oul Mokhtar Mbarek qui un peu intervient dans ce cadre de débat téléculture pour les intellectuels ou pas. Voilà ce qu'il dit. J'ai trouvé ça lettre très intéressante et je me permets, enfin avec la permission des téléspectateurs, je vais la lire intégralement. J'ai suivi avec intérêt l'émission Téléculture que vous avez présentée la semaine dernière. Je suis parmi ceux qui approuvent votre façon d'animer et de coordonner le débat, même s'il vous arrive souvent d'y intervenir, car c'est absolument votre rôle en tant que journaliste. Je saisis cette heureuse occasion pour vous féliciter. Par ailleurs, il ne serait pas concevable que l'émission Téléculture soit l'apanage d'un corps de mandarins, dit-il, ou d'une classe intellectuelle quelconque, à l'instar du mouvement nihiliste qui avait recruté la plupart de ses adeptes dans les rangs de l'intelligentsia. Ceci n'est certainement pas le but de votre émission qui s'adresse à l'ensemble du peuple mauritanien dans son enrichissante diversité culturelle. Enfin, si la culture peut être définie comme étant l'ensemble des formes acquises de comportement dans une société humaine, le poète, le griot, le peintre, l'éleveur, le tailleur des pierres d'Atar, de Tidjija et d'Ayoun ou d'ailleurs, pour ne citer que ceux-ci, y trouvent normalement leur place. En vous souhaitant une bonne et heureuse année 1986. Voilà donc, je pense qu'il rejoint un peu les propos de Korera Issaga. Cela dit, nous allons tout de suite revenir donc à notre thème d'aujourd'hui. Il s'agit de la geste Poula. Korera Issaga, vous avez présenté votre mémoire en 1980 et je pense bien que Ténis Gay était membre du jury à l'époque. Par conséquent, il sait très bien de quoi il s'agit. Et nous allons peut-être lui demander, avant toute chose, de nous dire qui était Samba Guelagiogui, que nous avons choisi aujourd'hui comme référence dans le cadre de cette geste poulard, de nous le camper au plan de l'histoire pour qu'on sache réellement ce qu'en a fait la mythologie, disons la légende. Oui, avant de répondre directement à la question, vous me permettrez, M. Sarr, de rappeler d'abord que, comme vous l'avez fait, j'étais membre du jury de 3 personnes devant qui, M. Korera, vous avez présenté ce mémoire très riche. Et en tant que poète et écrivain, j'étais amené avec 2 autres personnes à étudier ce travail et à l'apprécier. Et nous l'avons trouvé, si vous le rappelez, parfaitement intéressant, parfaitement recevable, au point que nous lui avons décerné la note et les appréciations que vous savez. Vous me demandez aujourd'hui d'apporter l'éclairage de l'histoire sur le décor un peu merveilleux et brumeux qui entoure la légende de Samba Guelagiogui. Comme vous le savez, le propre de la légende, c'est de prendre à l'histoire ces personnages, de les habiller de merveilleux, afin de leur permettre d'accomplir des exploits et des prouesses qui ne sont pas à la portée du commun des mortels. À cet égard, vous le savez aussi, nos légendes, nos contes, comme le reste de notre littérature, constituent l'essentiel de nos richesses traditionnelles, de notre patrimoine culturel. Et probablement l'une des richesses, sinon la seule, qui ne souffre ni aliénation ni négociation. Demandez donc à l'historien de participer à ce qui est une espèce d'analyse des éléments constitutifs des légendes. Au fond, c'est lui demander de dépouiller celle-ci du lyrisme poétique qui fait le charme. Et aussi, peut-être, d'expurger de ces légendes toute la tonalité passionnelle et affective la plus propre à faire vibrer le cœur pour ne leur laisser que le schéma squelettique et sec
des faits de l'histoire événementielle. Et alors là, à ce moment-là, une question se pose et aussi une remarque. La question est la suivante. La vérité historique est-elle si puissamment motivante pour qu'elle justifie que l'on entreprenne de dépouiller les légendes et les contes des éléments qui font le charme et qui font que chaque peuple les considère un peu comme ses richesses, et même si ces légendes et ces contes étaient bâtis sur des faits historiques contestables, voire faux, à partir du moment où l'histoire et les siècles leur ont donné une certaine légitimité, à partir de ce moment-là, est-ce que l'homme, l'historien, a le droit de dépouiller le peuple de sa raison de croire à ce merveilleux-là? C'est justement la question que je voulais vous poser. Oui. Est-ce que réellement la façon dont le mythe a été construit autour de Samba Gueladiegui, il est aujourd'hui nécessaire de détruire un peu ce mythe, cette légende, n'est-ce pas, en donnant l'histoire vraie? Oui, je crois qu'il y a des domaines où le peuple n'aime pas beaucoup qu'on lui ouvre les yeux, n'aime pas beaucoup qu'on le désillusionne. Mais s'agissant de ceci, je crois que pour ma part, je me garde bien de répondre directement à cette question, puisqu'il est de mon devoir en tant qu'historien de dire, en évoquant les faits historiques précis, combien le mythe a dû à l'histoire. Et ça, je crois qu'au cours des débats que vous allez instaurer ici, chaque fois que un mythe sera évoqué, pour ma part, je tenterai de le justifier, en tout cas de montrer le fait historique qui lui a donné naissance. Mais je pose la question et je répète que je me garde de lui apporter une réponse, puisque en tant qu'historien d'une part et homme de lettres d'autre part, je suis très mal placé pour être à la fois jugé parti. Disons que ce matin, en tant qu'historien, il est de mon devoir d'essayer de vous aider à voir le personnage de Samba Gueladiegui, la réalité derrière le mythe, la réalité derrière la légende. Oui, en quelques phrases, est-ce que vous pouvez nous camper le personnage tel que vous l'avez trouvé dans les livres, par exemple? Oui, je peux vous le camper, mais je vais commencer par dire que j'aurais hésité à venir ici, s'il s'était agi de replacer dans le cadre historique vrai n'importe quel personnage de légende qui aurait été étudié par un homme de lettres. Mais il s'agit de Samba Gueladiegui, qui a été une personne qui a vécu en chair et en os comme vous et moi, qui mieux encore est un prince de sang royal, qui même fut roi et qui régna à 3 reprises. Par conséquent... Vous pouvez donner les dates? Oui, j'y arrive. Et si nous en croyons la tradition orale qui, à cet égard, est peut-être la meilleure, sinon la principale source d'information, Samba Gueladiegui est le fils de Gueladi Boukar, qu'on appelle Gueladiegui parce que sa mère s'appelle Diegui, qui s'appelle Gueladi Diegui, et en contractant, on obtient Gueladiegui. En fait, le père de Samba s'appelle Gueladi Boukar. Boukar, fils de Sawalamou, Sawalamou, fils de Yero Diam, fils ou petit-fils de Koli Tengela. C'est là d'ailleurs peut-être que, involontairement, on se remémore le fameux Vanitas Vanitatum et Omnia Vanitas. C'était donc quelqu'un qui avait des responsabilités précises dans la définition et la conduite de la politique de son pays au cours du début du XVIIIe siècle, puisque d'après tout ce que nous savons, Samba a dû naître vers 1695, peut-être un peu avant, un peu après, et il a dû mourir à une date inconnue de façon précise, mais probablement autour de 1750, et pas au Fouta, probablement au Bundu ou dans quelques régions à l'est.
Et la dernière fois qu'on a entendu parler de lui sur le plan de l'histoire, c'était en 1747. Il venait d'organiser un pillage dans l'est du pays. Vous me demandez des dates. Je pense que le premier règne de Samba se situe de 1725 à 1730. Il s'agit donc de la dynastie des Denyankobé. La dynastie des Denyankobé qui a régné au Fouta, c'est cela. Oui. C'est ça, et qui portait le nom de Satigi. Donc de 1725 à 1730, c'est le premier règne de Samba. Il est Nidor, il est renversé par un de ses cousins, Boubou Moussa, qui est célèbre et qui est encore plus célèbre parce qu'il est le père de Kokou Boubou Moussa. Samba revient au pouvoir au mois de mai 1731. Nous verrons tout à l'heure comment et avec l'aide de qui. Et il reste au pouvoir de mai 1731 jusqu'en 1735. Il est renversé à nouveau. Alors, à ce moment-là, il s'exile, il va au Wallo. Du Wallo, il passe au Bundu. Du Bundu, il passe au Galam, où il noue des relations avec la compagnie française installée dans cette région. Et ce qui lui permet ainsi d'avoir des rapports avec les Français qui sont à Saint-Louis. Et de cette manière, il prépare son retour au pouvoir pour la troisième fois, et ce retour a lieu après la sanglante et mémorable bataille de Bilbati, qui se situe probablement en 1737, et il reste au pouvoir jusqu'en 1741 pour nous quitter cette fois-ci définitivement. Est-ce que pour le moment on peut s'arrêter là pour ce qui est de l'histoire vraie de Samba? Ou bien avez-vous quelques éléments à apporter avant qu'on en vienne avec Corée? Non, mais je pense que, bon, voilà, grosso modo, le personnage campé dans le temps. Je pense que nous pouvons, Corée peut tout de suite attaquer son étude. Il est certain que je serai obligé à tout moment d'intervenir peut-être pour replacer le fait mythique dans le contexte historique. Vous n'avez pas seulement parlé un peu de la naissance de Samba, quand même dans la légende on a un peu parlé de cette naissance. Est-ce que du point de vue de l'histoire vous avez des éléments? Mais je pense que, je ne sais pas comment la légende voit la naissance de Samba, mais sur le plan historique, il est né, comme je l'ai dit, il est né vers 1695, ou à Djawol ou à Djingé. Mais moi je crois plus sûrement à Djingé. Parce que son père, qui était Satigi d'ailleurs, avant lui, avait laissé la mauvaise réputation d'un Satigi méchant, autoritaire et tyrannique, de sorte que, quand il a pris le pouvoir, en renversant son cousin Boucar Siré, et là, vous vous rappelez les exilés de Goumel, cette pièce de théâtre que nous avons eu l'occasion de jouer autrefois, Galadjegui, qui est le père direct de Samba Galadjegui, a pris le pouvoir en faisant pratiquement un coup d'État en 1710 et se trouvait à l'époque hors de Djawol, qu'il a rejoint pour remplacer son cousin Boucar Siré. Très bien. Issaga, avant d'aborder tout de suite le fond du problème, je sais qu'un ami commun à nous, Amadou Abelsi, a soutenu une thèse de troisième cycle sur la geste qui est pratiquement sur le même sujet. C'était en 1980 à l'université de Dakar. Et Abel, qui est un tiers-d'eau du reste, a traité un peu la question comme Samba, n'est-ce pas, était le héros des CB. Et nous savons tous que Samba est un peu dénigré de par son père. Alors comment expliquez-vous le fait que Samba ait été accaparé par les CB? En réalité, ce sont les CB qui revendiquent Samba Galadjegui et non les Peuls. Alors que Samba est Peul d'origine, enfin de par son père. Oui, en fait, M. Gueye a campé le personnage. Je crois que là, c'est l'histoire. Ce qui va venir par la suite, ça va être un mythe. Et le mythe, qu'est-ce qui va se passer au niveau du mythe? Quand un mythe se crée, il cherche à grandir un peuple. À partir du moment où on veut grandir un peuple, il y a des valeurs morales, des valeurs civilisationnelles qu'on lui donne. Parce que précisément, que je reviendrai sur cette question-là plus tard. À partir du moment où cela se passe, et surtout Samba est un homme de guerre, il a fait allusion tout à l'heure à la bataille de Bilbati. Et traditionnellement, nous savons que les CB se prennent pour les hommes de guerre. Guerriers. Oui, des hommes de guerre en sens, c'est ce que nous pouvons dire les guerriers, mais en fait des gendarmes.
partir du moment donc les hauts faits de guerre doivent effectivement être... Il y a eu assimilation à partir de hauts faits de guerre appartenant à une caste déterminée, à une couche sociale donnée, et un homme de guerre va pouvoir justement s'appuyer sur ces hommes de guerre, et donc il va y avoir un processus d'intégration au niveau de la représentation des hauts faits de guerre. Et je crois que c'est en ce moment que les CB vont effectivement s'emparer du mythe. Mais pourquoi? J'aimerais bien intervenir à cet égard. Ouais. Je crois que Samba n'était pas le seul homme de guerre de l'époque. Bou Moussa et surtout appelé lui Kokoubou Moussa, qui ont été les adversaires directs de Samba, étaient autant des hommes de guerre, sinon plus que Samba. Je crois que le problème, la naissance de ce mythe vient à mon avis de deux faits. Le premier, c'est que Djawol surtout, les CD en général et ceux de Djawol en particulier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, se sont emparés de Samba. Mais pourquoi? Parce que Samba est né soit à Djawol, soit aux environs, mais a grandi à Djawol du temps que son père était Sekigi, régnant à Djawol, d'une part. Mais n'oublions pas que l'homme est ambitieux. Parce que derrière la légende, Samba c'était un homme ambitieux, réaliste, prend au compromis, et peut-être même un politicien tout court, avec toute la connotation péjorative que nous attachons aujourd'hui à ce terme, qui ne répugne pas devant les moyens et les alliances. Et Samba a passé de 1724 jusqu'à son départ, en 1741, a pratiquement passé tout son temps à préparer des complots, à préparer la guerre, en voyageant au nord, en Mauritanie, en allant au Boundou, en allant au Wallo, où on le voit en 1736, interceptant un convoi d'esclaves, un convoi de captifs envoyé à Saint-Louis par son cousin, par son neveu Konko. Je crois donc que le mythe de Samba, Tchedo, provient de ce fait-là, l'assimilation de Tchedo à tout homme de guerre, mais pas plus que Kongo, Samba, ou Moussa, ou Boubougachi, Samba n'était homme de guerre. Je crois que le fait remonte peut-être plus haut. Je voudrais vous donner l'idée peut-être qui a été évoquée par Abel, dont nous parlions tout à l'heure pour sa thèse de troisième cycle. Il estime que l'adoption de Samba par les CD s'explique, à son avis, par la survalorisation de la parenté matrilatérale. C'est-à-dire qu'on attache beaucoup d'importance aux frères de même mère qu'aux frères de même père. Bingo Yumo, dans ce qu'il traduit, n'est-ce pas, en pulaar, est beaucoup plus fort que Bingo Baba. Oui. Alors, les parents de Samba, du côté de sa mère, sont des CD. Ça, c'est contestable. Justement, c'est ce que j'allais lui dire. C'est pas exact, parce que c'est ce que j'allais lui dire, justement. La mère de Samba, Kumba, est descendue définitivement de ces... Parce que l'histoire est assez compliquée. Il y a en fait, à une certaine période, 3 sources de pouvoir de Sekigi au Fouta. À partir de 1720, il y a les légitimistes qui sont installés à Djawol et qui, quelques années plus tard, après Bilbati, se transporteront à Holkodere. Il y a ceux qui descendent de Sawadonde, Sawadonde qui est le deuxième fils de Boukhara Tabakali, qui vont créer une espèce de pouvoir autonome à Bagodine et qui donneront naissance au royaume de Deglé. Et Samba, la mère de Samba, est issue de cette branche-là. La mère de Samba n'est pas Tchedo du tout, ni de son père, ni de sa mère. Et je me demande comment on a pu dire que Kouma Djorangal est Tchedo. C'est un point d'histoire. Oui, en fait, je crois que pour revenir à la question de l'appropriation du mythe, je ne pense pas que ce soit au niveau de la mère. Mais pourquoi les gens ont voulu que la maman soit Tchedo? Voilà une première question. La deuxième question, Samba est un peu. Pourtant, tout le monde s'identifie à Samba. Mais les Peuls ne revendiquent pas Samba. Ils revendiqueraient un Oui, attendez, je vais... Je vais arriver à cette question-là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'effectivement, il y a eu des hommes de guerre. Mais le mythe n'a pas pris ces hommes de guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de valorisation de Samba qui correspond à des aspirations données. Des aspirations dans je reviendrai sur la création du mythe. Il y a donc une forme de valorisation de Samba, et Samba ne peut être valorisé que lorsqu'il y a diminution, sous-évaluation de ses protagonistes. Et à partir de ce moment où déjà le mythe s'est construit, chacun veut s'identifier à ce mythe-là. Parce que tout le monde
toute personne qui sent en manque, surtout dans la période que nous connaissons, que nous traversons actuellement, et une période aussi pendant toute la période coloniale, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un manque. Et par rapport à ce manque, on cherche justement un idéal vers lequel tendre. Et donc vers le mythe. Et comme Samba déjà, le mythe s'est organisé, s'est structuré, s'est imposé, c'est devenu presque un héros national. Chacun veut s'identifier à cela et chacun justement veut trouver dans sa généalogie une formule qui pourrait justement ramener Samba dans sa case. Et peut-être c'est ça le phénomène qui se passe. Je crois qu'il faut voir l'importance et la force du mythe qui s'organise, surtout quand il y a... D'ailleurs, c'est lié à la naissance du mythe. Je disais tout à l'heure que là, paraît l'histoire quand M. Guy venait de terminer. L'histoire est de savoir si Koumba Diorangal, la mère de Samba, est Tchedo ou bien... Non, historiquement comme il l'a dit, en tout cas, toutes les sources, en tout cas, auxquelles nous avons eu accès, ne font pas de Koumba Diorangal une Tchedo. Non, elle ne l'est pas. Non, pas du tout. On peut à la rigueur dire qu'elle est issue de la branche de Seybobé. Seybobé, voilà. Bon, encore que ça, ça soit sujet à discussion. Mais enfin, elle n'est pas Tchedo, ça s'est établi. Mais alors pourquoi les peuples ne revendiquent pas ça? Bon, alors justement, je pense que M. Kolera me permettra de le couper, parce qu'il ne faut pas oublier que la geste de Samba n'est pas née à l'époque de Samba, d'une part. Et qu'après l'époque de Samba, le Fouta a connu une longue période d'un règne de théocratie, dont l'objectif principal, dont l'objectif premier, était d'abord de détruire tout ce qui subsistait du règne païen des peuples d'Enianké. À telle enseigne d'ailleurs qu'on les a confinés, et vous le savez, à l'est du pays, à l'est du Danga, qui est la province orientale du pays, on a confiné là-bas tout ce qui restait des Denianké, et tout ce qui était attaché, n'est-ce pas, au règne païen des Denianké. Les Almamis du Fouta, musulmans, professant un islamisme intégriste parfois forcené, ont tenu à tout faire pour détruire. C'est ce qui fait d'ailleurs que, bizarrement, dans toute la geste peul du Fouta, il n'y a qu'un héros foutanké, tous les autres étant des héros peul du Massina. C'est ça. Et ceci, ce n'est pas parce qu'il n'a pas existé des hommes de courage et de bravoure peul du Fouta, c'est peut-être parce que on s'est arrangé, les théocrates, les chefs de la théocratie, se sont arrangés pour réduire, n'est-ce pas, toute la valeur, toute la célébrité des dynasties peul à néant. Évidemment, Samba Guelazigi, on n'a pas réussi à le faire parce que c'est une personnalité hors de pair, et c'est pourquoi je crois que les Sedbé étant au Fouta, la partie, l'ethnie guerrière, l'ethnie qui semble s'être spécialisée dans le métier des armes, il était tout normal que Samba, homme de guerre, aventurier célèbre, bien que roi, soit happé par cette ethnie dans la fabrication de la geste. Je crois qu'il y a ce fait-là. Alors, venons-en donc à la fabrication de cette geste scolaire. Oui, c'est-à-dire que le moment historique que M. Gueye vient de camper était propice à la naissance d'un mythe. Mais qui devait être porteur de ce mythe? Là est la question. Tout à l'heure, nous avons parlé, par exemple, des légendes qui nous ont envahis à partir du Massina. Et si nous regardons un peu ces légendes-là, elles sont construites à partir des conditions historiques d'une province donnée, mais culturellement se rattachaient au Fouta. Et en fait, le mouvement musulman qui est parti justement dans le Massina au Mali, avec El Hadj Omar, et le retour de ceux qui étaient partis, a fait de manière que nous avons désormais une invasion. Il y a bien entendu une autre dimension, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans certaines localités, on ne peut pas parler de la geste de Samba Guelazigi, parce qu'il y a des vérités qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Donc, on veut évacuer toute la tension que cela pourrait créer à partir de la popularisation des gestes extérieurs, mais qui sont quand même de la nation. Par exemple, pour aller très vite, quelles sont ces vérités qu'on ne peut pas dire aujourd'hui? Par exemple... Qu'on va quand même tenter de dire... Non, non. On ne risque rien à partir de ce studio. Oui, mais à l'intérieur du studio, on ne risque rien. Mais ce qui est certain, c'est que, par exemple, la bataille de Konko, Konko a des descendants encore qui existent. Konko, c'est l'oncle de Samba. Non, justement. C'est le mythe qui organise cela. Et c'est peut-être l'inverse. Ouais, c'est bien le neveu de Samba Guelazigi. Ce qui est important, c'est que
c'est qu'à partir du moment où il y a eu cette lutte, où on a valorisé Samba, on a construit le mythe, il y a qu'on a dévalorisé la Blanche de Conco. Et personne ne peut admettre aujourd'hui qu'on se mette à raconter tout venant une dévalorisation de sa descendance, de sa généalogie. Ça, c'est une dimension. Une autre dimension, c'est que nous savons que les Halplarènes sont très teigneux, permettez-moi le terme, pour tout ce qui concerne leur histoire, pour tout ce qui concerne leur code d'honneur, leur code d'amour, leur code de bravoure. Ils sont teigneux. Et cela se voit d'ailleurs un peu partout. Et justement, à partir de ce moment, on évite justement de créer des tensions inutiles. Est-ce que je peux intervenir au à éviter de dire au sujet de ce mythe-là? Parce que la raison de Bilbassi n'a rien à voir, et l'histoire le prouve, avec les rapports de parenté entre Samba et Congo. On a dit, et ça c'est le mythe qu'il a créé, que les gens ils se sont disputés le pouvoir, parce que l'un était le plus âgé, bien que le neveu, l'autre était dans la chronologie de la gérontocratie foutankaise, venait en avance dans l'ordre de succession. Tout ça c'est des histoires, parce que s'il s'agissait du premier règne de Samba, cela pourrait être exact. Mais il s'agissait du dernier règne de Samba. Samba avait déjà régné 2 fois avant. Oui, mais donc c'était un homme ambitieux qui tenait absolument à reprendre son pouvoir et qui n'a pas lésiné sur les moyens, sur la valeur morale des moyens qu'il a utilisés, et nous verrons tout à l'heure pourquoi. Ce qui est un paradoxe. Le peuple Fouta, le peuple Poulard dans son ensemble, voue à Samba Guelaji une sympathie qui confine à la dévotion et que rien ne justifie dans l'histoire réelle et dans la manière dont Samba a préparé son affaire de 1736 à 1737 pour venir avec une armée d'invasion, tomber sur le Fouta et s'emparer du pouvoir. J'ai quelques petites inquiétudes pour mes téléspectateurs qui nous suivent depuis quelques minutes et qui peut-être pour certains qui ne connaissent pas très bien l'histoire du Fouta, encore moins celle de Samba Guelaji, ne suivent pas à peu près de quoi nous parlons. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu de manière plus didactique pour replacer un peu Samba, par exemple, sa naissance. Il est né pendant que son père était déjà mort, n'est-ce pas? Ensuite... Ça, c'est un mythe. Bon, justement, je voudrais que le mythe ici se confronte avec l'histoire. Que Correa nous dise comment le mythe a présenté la naissance de Samba Guelaji et qu'est-ce qui va faire sa geste, qu'est-ce qui va, disons, motiver sa geste. Et par rapport à cela, vous, historien, vous dites réellement quel est le réel par rapport à cela. Oui, c'est plus intéressant avant de parler de sa naissance, parce qu'en fait, la naissance présentée ressort de l'organisation du mythe. Et peut-être c'est la naissance, c'est le pourquoi du mythe qui serait d'abord le plus intéressant à voir. Qu'est-ce que dit la légende, de manière concrète? De manière concrète, Samba est orphelin. Il est orphelin parce que l'occultation ne peut pas exister s'il n'y a pas orphelinat. Samba est orphelin. On dit qu'à un moment donné, il y a eu un féticheur qui a révélé la naissance d'un enfant qui pourrait remettre en cause le pouvoir de Konkoubu Moussa. Il aurait... Son oncle dans la légende? Oui, on aurait éventré toutes les femmes et il a fallu Simaïlayan pour trouver justement un moyen de sauver... C'est lui, c'est son griot. C'est le griot attaché à son père, en fait. Donc il a fallu donc trouver un moyen de cacher Koumba Djorongal, de faire de telle manière qu'il la mère de Samba Guelaji, pour que justement elle ne soit pas éventrée. Quand l'enfant est né, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va vouloir exterminer tous les garçons nés, et voilà que lui c'est un garçon. Pas comme par hasard justement, la femme de Simaïlayan va accoucher d'une fille la même nuit. Il va y avoir donc substitution de l'enfant. Et justement, on va présenter une affaire. Oui, celui qui va venir contrôler va avoir une fille et non un garçon. Et on va donc dire que c'est une fille. Donc, on dira, nous avons une servante pour mes filles. Et ce qui fait que par la suite, pendant 5 ans, il va y avoir occultation. On va avoir un comportement de parent à une jeune fille avec Samba. Même si c'était un garçon, c'en était un. Et même comment on explique pourquoi il a eu le nom de Samba. Voilà le phénomène. Vous voyez, c'est parce qu'une fille, normalement, doit avoir un nom de fille. Chez nous, les noms de filles sont bien connus.
Mais sauf exception. Bon, sauf exception, justement, lui, il obtient le nom parce que, un, c'est un garçon, mais pour l'opinion, ce n'est pas un garçon, mais compte tenu, et là où il y a le problème, parce que Guéladjégui, son père, avait déjà une forme de dictature. Pourtant, on dirait dans la légende que la population l'aimait si bien qu'elle ne pouvait pas ne pas, qu'il y avait un dépit qu'il n'ait pas eu un héritier mâle, et il fallait donc que quand même, en reconnaissance de ces hauts faits, donner un nom de garçon à cette fille. Justement, c'est un hommage qu'on rendait. Donc Samba est né garçon, il devait être tué, mais par le phénomène de substitution, il va être sauvé. Absolument. Mais ça ne peut pas continuer. Bien entendu, il va être découvert. En quelle période? Bon, à l'âge de 5 ans. Mais c'est un phénomène que nous retrouvons partout dans la mise à terme d'une occultation. D'une occultation. Ce fait, il va être découvert par hasard par une femme Dewel Diawande. Bon, nous savons quel est le rôle de Dewel Diawande dans toutes nos légendes et dans tous nos contes. Et en fin de compte, on va organiser une cérémonie publique. On va demander aux enfants de la cour, aux enfants de la maison, de faire des exercices physiques qui devaient donc montrer que c'est des garçons. Et on a demandé à Samba Guéladjégui de venir faire les mêmes exercices. Parce que Konko était informé par la femme. Et tout de suite, tout le monde a dit non, quand même une fille, on ne peut pas lui demander. Il a dit, j'exige que la fille de Guéladjégui vienne faire les exercices devant moi. Et justement, quand il est venu faire ces exercices-là, on a découvert que c'était un homme. Et d'ailleurs, Konko dit, c'est à ton âge, te tuer, c'est perdre la face. C'est pas agréable de tuer maintenant, mais je te laisse encore courir jusqu'au moment où tu seras en mesure de porter les armes. Et effectivement, j'aurai quelqu'un en face de moi. Voilà comment on organise. C'est charmant. Voilà comment ça s'organise. De légende est un génial imaginaire. Il a une imagination fantastique. Et en fait, c'est plus prosaïque que ça. Samba n'est pas orphelin de père à sa naissance. Pour la bonne raison que de sources archivistiques, on sait que Guéladjégui est mort le 4 octobre 1718 à Dior. Ça, c'est précis. Le père de Samba. Le père de Samba est mort le 4 octobre 1718 à Dior. D'autre part, on sait qu'en mai 1721, M. Demion, directeur de la compagnie française installée à Saint-Louis, signale qu'une invasion venue d'Ingalam est tombée sur la compagnie d'Ingalam, dirigée par un prince d'Enianké nommé Samba Guéladjégui, qui est en exil depuis quelques mois. Et en 1723, une autre invasion en tempête vient tomber sur le fort Saint-Joseph d'Ingalam, dirigé d'une part par Samba Guéladjégui et d'autre part par le caïd chef d'un détachement orman, lequel orman constituait, vous vous rappelez, vous qui avez vu la légende Les exilés de Goumel, une force qui a été au départ expédiée dans le Fouta par le sultan Moula Ismaël du Maroc pour venir en aide à Boukhar Siré et qui est resté sur place. Et en 1725, dans les registres de la compagnie, on mentionne que les droits dus au Satigui du Fouta ont été payés au Satigui Samba Guéladjégui, fils de Guéladjégui. Or, comment Samba, s'il était orphelin, pourrait-il être né après 1718, être vu en 1721 là-bas au Boulou en train de guerroyer, prendre le pouvoir en 1724? Enfin, voilà une entorse dans la légende encore une fois. Mais revenons un peu au mythe pour un peu nous parler, par exemple, de tous les obstacles qui ont été dressés, n'est-ce pas, dans la jeunesse de Samba pour le préparer à être le héros qu'on le connaît. Oui, monsieur Sarr, je crois que je vais quand même vous demander de me donner une petite parenthèse, parce qu'il a parlé tout à l'heure de Konko et de la jeunesse de Samba. Autrement dit, la légende, le mythe dit que Konko est en Satigui, donc régnant, Samba est jeune et se trouve à sa cour. C'est bien comme ça que la légende présente les choses. Or, ça n'est pas possible. D'abord parce que Samba est plus âgé que Konko. Et ensuite, quand le père de Samba est mort, Konko était beaucoup trop jeune
pour pouvoir le remplacer. Le père de Samba a été remplacé par Boubou Moussa, père de Koko Boubou Moussa, qui a été remplacé par Samba Siré, frère de Bouka Siré, qui a été remplacé par Boubou Moussa, parce qu'à l'époque, les Ormonds et les tribus Brakna qui étaient là défaisaient les Sétigui comme ça, à une cadence folle. Mais donc, entre la légende et l'histoire, il y a là un fossé, un abîme dont je me demande comment on va... Nous allons peut-être continuer encore à en entendre. Oui, mais de toutes les façons, voilà, je crois qu'il faudrait, quand on discute d'un mythe et de son organisation, je crois que nous sommes obligés de nous rendre compte que de toutes les manières, il y a un fossé, sans quoi le mythe ne peut pas exister. Parce que, vu comme cela sur le plan historique, il ne peut pas y avoir de mythe. Il ne peut pas y en avoir. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau du mythe? C'est que, à ce moment-là, le Fouta avait des problèmes. Et quels étaient ces problèmes? Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faudrait peut-être voir ce qui peut motiver la naissance du mythe et pourquoi on va gommer l'histoire systématiquement. Un, nous avons justement les Orma dont vous avez parlé, M. Guéli, qui arrivent, qui font et qui défendent les pouvoirs au niveau du Fouta. Il y a une instabilité politique au niveau du Fouta. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est que les Ormans envoyés par le sultan du Maroc vont se faire payer par tous les Satigui, c'est-à-dire le Satigui qui est le plus offrant. Il devient le mercenaire. Et effectivement, c'est lui qui prenait le pouvoir. Il devient le mercenaire. Bon, ça c'est un. Deuxièmement, nous avions la compagnie française de Saint-Louis, qui donc pénétrait le Fouta pour aller faire la jonction avec le fort de Bakel. Et bien entendu, avec tout ce qui va se passer comme système oppressif, dans la mesure où nous savons que la canonnière a fait son travail, nous savons que les coutumes sont faites et sont défaites en fonction justement des gens qui négocient. Et nous savons aussi que l'islam venait de pénétrer le Fouta, avait pénétré le Fouta, mais il y avait un mouvement, si vous voulez, un mouvement de renouveau islamique qui avait pénétré et que au niveau de la population, l'islam avait pénétré grandement, il y avait l'influence des marabouts, alors qu'au niveau des Satigui, l'islam n'y était pas. Et que nous savons, si vous voulez, un manque qui se crée. Quel est ce manque? C'est qu'il faut un pouvoir fort, capable de redonner à la nation poulard l'envergure qu'elle avait perdue. Or, à partir de ce moment, on comprend qu'on ne puisse pas mettre l'ensemble de ces valeurs sur un vieux. Voilà, Samba Galadjig était vieux. Vous permettez? Samba Galadjig était vieux. Mais on ne pouvait... Enfin, vieux, c'est-à-dire que par rapport à Konko, il était plus âgé. Mais dans la mesure où on voulait investir Samba Galadjig de l'ensemble des valeurs de culture et valeurs de civilisation de la nation, on ne pouvait pas confier cela à quelqu'un d'un certain âge. Il fallait en faire un jeune. Vous êtes déjà en train d'expliquer le mythe alors qu'on ne le connaît pas encore. Bon, c'est-à-dire que ce que je voulais, c'est-à-dire que vous avez dit qu'il y a un fossé. En fait, c'est ça que je voulais. Il nous reste tout juste peut-être quelques 7 à 8 minutes. Ah bon, voilà, c'est dommage ça. C'est dommage. Je risque de vous demander de revenir ici pour compléter cette émission. Ça, c'est pas possible, mais les téléspectateurs vont rester sur leur faim. Jusqu'à présent, ils ne savent pas quel est encore le mythe de Samba Galadjig. Et par exemple, il y a des éléments concrets qu'on connaît. Samba avait un fusil, il lui suffisait de sortir ce fusil pour que le coup parte. Il n'avait pas besoin de dégainer, par exemple. Mais qu'est-ce que l'histoire dit par rapport à ça? Je vous ai dit tout à l'heure qu'au fond, tout le mythe et toute la geste de Samba me semble naître de la dernière période où il tente de reprendre le pouvoir pour la troisième fois. C'est-à-dire à partir de 1735 jusqu'au mois de juin 1737. Parce que là se place d'une part la préparation de Bilbati, qui à 250 ans à peu près de distance reste encore une guerre dont on se souvient, qui est passionnelle. Et ensuite, le fameux traité du 16 mars 1736, signé avec Jean-Claude de Saint-Adon. Et ce fameux traité-là, il a fait beaucoup de mal ou beaucoup de bien, parce que c'est de lui que sont nés beaucoup d'éléments du mythe dont vous parlez tout à l'heure. Parce que celui qui a signé le traité avec Samba Galadjig, le représentant de la compagnie, qui s'appelait Jean-Claude de Saint-Adon, a eu la malencontreuse idée dans ses mémoires d'écrire qu'il a, en même temps que, en exécutant les clauses du traité,
donné à Samba Gueladi en gage et en guise de cadeau exceptionnel un fusil à répétition, un fusil à coups multiples. Par conséquent, à l'époque où même les vieux fusils à poudre étaient à peu près inconnus, une carabine à répétition présentait des caractéristiques extraordinaires. Il pouvait parfaitement donner naissance au fameux Boucher Larouaille qui, suivant ce que M. Correa nous disait tout à l'heure, lui a été donné sur la mare dans les circonstances que vous savez. Mais dans l'histoire, dans les textes, il y a parfaitement ce fait historique qui va demain, quand Samba aura disparu, quand les théocrates voudront tout gommer, donner naissance et laisser la place au mythe du fusil merveilleux. Et oui, de toutes les façons, ce qu'il faut comprendre, c'est que de toutes les façons, s'il n'y avait pas ce fusil, il y aurait quand même eu une arme merveilleuse. Parce que le héros poulard ne peut pas ne pas être associé à son cheval, à son idole et à son arme. Oui. Nous avons Yadji Dewal pour cela. Nous avons, donc, en fait, l'arme doit être une arme magique. Parce qu'en fait, à chaque fois que le héros se trouve dans une épreuve, il a besoin de ressources qu'il peut puiser qu'en son fort intérieur, mais ce fort intérieur ne peut être donné que par les génies dans la mesure où il a été l'objet d'une initiation. Et justement, ce fusil-là, on ne pouvait pas ne pas en faire un fusil merveilleux. Parce que Samba Gueladi a combattu avec ce fusil. Mais surtout, ce qui est important, c'est que reconnaître son origine, c'est reconnaître en fait une collaboration entre Samba et le pouvoir colonial. Et dans la mesure où ce qu'on veut faire, c'est avoir un pouvoir fort qui est capable de résister à cela, on ne peut pas diminuer ce héros en disant, voilà, il a signé un accord avec le fameux accord, donc qui devrait amener la construction, aurait dû amener la construction du fort de Djewol. Oui, c'est une des clauses de l'accord. Oui, qui aurait dû. Bon, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'on ne peut pas admettre que, justement, celui-là qu'on investit de l'ensemble des valeurs de comme un résistant anticolonialiste. On ne peut pas, justement, on ne peut pas justement sur ça. Je pense que le fusil a existé réellement comme un fusil à répétition. La représentation que les gens devaient avoir dans le fusil à répétition devait être une représentation extraordinaire. Mais aussi, nous savons que le héros ne peut pas, si nous sommes dans le cadre mythique, et d'ailleurs cela n'est pas seulement vrai pour l'Alperen, je vous le dis. Si nous parlons de Durandal, par exemple, pour Roland, quand Roland devait succomber, il a voulu casser son arme pour que l'épée ne tombe pas entre les mains des Sarrasins. Il l'a tapé sur la pierre, mais c'est la pierre qui s'est fendue et non l'arme. Pourquoi? Parce que cela est une nécessité. Et je pense donc qu'en fait, effectivement... Mais donnez aux téléspectateurs un peu des autres éléments du mythe. Avant, peut-être qu'on aurait l'occasion d'y revenir, parce que ce soir, oui. C'est terminé comme ça. Dommage, et vraiment, les téléspectateurs ne savent pas réellement tout sur le mythe de Samba Gueladi. Nous nous sommes beaucoup étendus sur l'explication de ce mythe d'abord, avant de l'avoir... Oui, c'est-à-dire, le mythe de Samba Gueladi, pour le comprendre, il faut 3 éléments. Il y a la bravoure, le sens de l'honneur et de la justice, le respect des parents, et en fin de compte, et surtout, un sentiment prononcé pour la valeur humaine. Voilà un peu le but s'organise autour de ces éléments-là. Pourquoi? Mais je vais devoir vous arrêter, Correa, avant de vous lancer dans des explications très longues, parce qu'on nous signale justement que cette émission est terminée. Et c'est justement le risque de... je vais devoir certainement vous demander de revenir la prochaine fois pour qu'on puisse terminer. Je pense que les téléspectateurs sont restés sur leur faim et qu'il faudrait nécessairement qu'on revienne ici terminer cette émission. N'est-ce pas? Amis téléspectateurs, voilà donc comment s'achève cette présente édition. Nous vous donnons donc rendez-vous à dimanche prochain pour votre émission Téléculture. Bonsoir et merci.
bonsoir et bienvenue à cette 22e édition de Téléculture. Aujourd'hui, je reviens ici sur le plateau avec Ten Youssouf Gueye, écrivain, chroniqueur, poète, et M. Korera Issaga, professeur. Vous vous rappelez bien, dans le courant du mois de janvier, nous avons eu à discuter ici de la question du mythe dans la geste poulard avec l'exemple de Samba Gueye. C'est un sujet que nous n'avions pas épuisé, d'ailleurs nous ne pourrons pas l'épuiser aujourd'hui également, mais les téléspectateurs ont voulu un peu que cette discussion soit poursuivie. C'est pourquoi j'ai demandé à Ten Youssouf Gueye et au professeur Korera Issaga de revenir encore sur le plateau pour qu'on puisse terminer cette, disons, cette causerie que nous avions commencé. Je pense que nous avions parlé de l'histoire, nous avions parlé du mythe, et il faudrait peut-être qu'on revienne encore sur l'histoire pour permettre au professeur Korera Issaga de nous dire comment le mythe s'est construit à partir de cette histoire. Merci, M. Sarr, de l'occasion que vous me donnez d'ouvrir le débat. Je voulais l'ouvrir en faisant une remarque préliminaire. Je voulais dire que le concours, la participation de l'historien à un débat